Les ressources en eau. L'eau est source de vie. 75% de la surface de la Terre est couverte par l'océan. Toutefois, moins de 3% de l'eau sur Terre est de l'eau douce, non salée. En 2020, on comptait plus de 7,7 milliards d'êtres humains sur la Terre et la population mondiale en 2050 devrait atteindre les 9,7 milliards. L'accroissement de la population et par conséquent de la consommation d'eau mondiale fait de l'accès de cette ressource un des défis majeurs de l'humanité. 1. La répartition de l'eau. L'eau sur Terre. La quantité d'eau sur Terre est d'environ 1,4 milliard de kilomètres cubes. Réservoir océan, volume en kilomètres cubes. 1,370 milliard. Pourcentage, donc 97,25% c'est l'océan. Calotte glaciaire et glacier, 29 millions, c'est 2,05%. L'eau souterraine, 9 500 000. C'est 0,68%, les lacs 125 000, 0,01%, l'humidité des sols 65 000, c'est 0,005%, l'atmosphère 13 000 km², donc 0,01%, fleuves et rivières 1700 km², pourcentage 0,0001%, la biosphère 600 km3, et 0,0004. Il y a 4 fois le 0 après la virgule. La répartition de l'eau sur la Terre. Seule une faible part de cette eau est utilisable par l'être humain. En effet, sur Terre, 97,2% de l'eau est salée. Océan, mer, banquise, qui recouvrent 2/3 de la surface de la Terre. Et l'eau, devenue salée, au contact des roches et des mers. Au contact des roches et des minéraux. L'eau douce ne représente que 2,8% en eau totale. Cette eau est essentielle pour l'alimentation, l'hygiène, l'industrie, encore l'agriculture. Les réservoirs d'eau douce sont les glaciers, 76% de l'eau douce. Essentiellement présents aux deux pôles, restent des calottes glaciaires. Les eaux souterraines, 22,5% de l'eau douce. Les eaux de surface, 1,47% de l'eau douce. C'est-à-dire les lacs, les fleuves, les rivières, etc. L'eau en suspension dans l'atmosphère, 0,03% de l'eau douce. L'eau de l'hydrosphère et les eaux douces. L'eau de l'hydrosphère, donc les eaux salées, c'est 97,2%. 2,8% c'est de l'eau douce. 75% de la surface de la Terre est couverte par la mer. Les eaux douces. Donc les eaux superficielles, 3/4 de l'eau douce est sous forme de glace. Soit 2,1% de l'eau de la Terre. Donc glace polaire, 3/4 de l'eau douce est sous forme de glace, donc soit 2,1% de l'eau de la Terre. 1/4 de l'eau douce est liquide, soit 0,7% de l'eau de la Terre. L'eau dans tous ses états. L'état physique, solide, liquide, gazeux de l'eau, est conditionné par sa température. L'état liquide est la forme la plus répandue, mer et océan, mais seul 1/4 de l'eau douce environ est liquide, essentiellement dans les eaux souterraines, les eaux de surface, mais aussi sous forme de pluie et de brouillard. L'état solide et 3/4 de l'eau douce sont stockés sous forme de glacier et sous forme de neige. L'eau se trouve ainsi sous forme solide dans le givre et la grêle. L'état de vapeur concerne l'eau présente dans l'atmosphère. B. Un accès inégal. Si l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit fondamental reconnu par la communauté internationale, les inégalités dans le monde perdurent, les précipitations et les écoulements terrestres sont mal répartis sur l'ensemble du globe. Certaines régions reçoivent beaucoup plus d'eau que d'autres. La répartition des eaux est donc très inégale et certains pays souffrent d'un important manque d'eau. Pour l'interrogation, les écoulements terrestres, cette notion concerne la circulation de l'eau sous l'effet de la pesanteur, comme cela peut être le cas pour une cascade d'eau à la surface du sol. Le terme d'écoulement fait référence à la circulation de l'eau dans le réseau hydrographique. Dans le cas contraire, on parle de ruissellement. 1. La disponibilité de l'eau douce. 9 pays se partagent 60% des réserves d'eau mondiales. 80 pays souffrent de pénurie ponctuelle, 28 pays de pénurie régulière. De plus, bien que l'eau douce soit utilisable, cela ne signifie pas qu'elle soit nécessairement potable.
Ce qui peut poser problème lorsqu'on sait que dans certains pays, les systèmes de potabilisation ne sont pas très développés. Selon l'OMS, UNICEF, en 2018, 89% de la population humaine a eu accès à l'eau potable, soit 6,5 milliards de personnes, mais un habitant sur 10 n'a pas accès à l'eau potable dans le monde. Un habitant sur 4 boit une eau considérée comme dangereuse pour la santé. Un habitant sur 3 ne dispose pas d'installation sanitaire de base. Un pays avec une disponibilité en eau douce comprise entre 1007 et 2503 m3 par an par habitant est dit en vulnérabilité hydrique. Disponibilité en eau douce entre 1700 et 2500 m3 par an et par habitant est dit en vulnérabilité hydrique, comprise entre 1000 et 1700 m3 par an et par habitant est dit en stress hydrique, en état de stress hydrique. Inférieur à 1000 m3 par an et par habitant est dit en état de pénurie. De la répartition de l'eau en France. La France est un territoire très riche en eau avec de nombreux fleuves bien répartis sur le territoire, des nappes phréatiques, une bonne pluviométrie. Cependant, la quantité d'eau varie selon les régions. Certaines régions présentent de l'eau en abondance toute l'année alors que d'autres souffrent de sécheresse chronique. 2. Les cycles de l'eau. A. Le grand cycle de l'eau. Depuis des milliards d'années, il s'agit toujours de la même eau qui circule et se transforme en permanence dans l'atmosphère, à la surface et dans le sous-sol de la Terre. Donc les grandes étapes de ce cycle naturel sont l'évaporation d'une partie de l'eau au niveau de la mer et des océans, la condensation et déplacement sous l'action des vents jusqu'au continent, les précipitations sous forme de pluie, de neige, de grêle. Une quantité non négligeable de ces précipitations repart directement dans l'atmosphère, évaporation, transpiration des animaux et végétaux. Ruissellement. Sur le sol d'une partie de l'eau précipitée jusqu'aux rivières et fleuves. Ces cours d'eau se jettent ensuite dans les mers et les océans. Infiltration dans le sol du reste de l'eau précipitée et stockage dans les nappes souterraines. Ces eaux rejoindront à long terme les mers et les océans. B. Le cycle domestique de l'eau. Le petit cycle de l'eau ou cycle domestique est un cycle artificiel mis en place par l'homme pour capter l'eau, la traiter si nécessaire afin de la rendre potable, afin d'en disposer à volonté dans les habitations, la collecter une fois utilisée, puis la traiter de nouveau et la restituer suffisamment propre au milieu naturel. Cycle domestique de l'eau. Alors le cycle domestique de l'eau, les différentes étapes du cycle domestique de l'eau sont les suivantes. Alors prélèvement des eaux souterraines à 62% ou de surface à 38%. Les eaux souterraines sont généralement moins polluées que les eaux de surface. Potabilisation de l'eau prélevée dans les usines de production d'eau potable. UPEP. Usine de potabilisation de l'eau potable, je pense. Non, dans une usine de production d'eau potable. Donc potabilisation de l'eau prélevée dans une usine de production d'eau potable. Stockage de l'eau dans les châteaux d'eau par exemple. Distribution et utilisation de l'eau potable par le foyer, les usines, etc. Collecte des eaux usées, ménagères, industrielles, agricoles et acheminement par des réseaux d'assainissement jusqu'à la station d'épuration située aux extrémités du réseau de collecte. Épuration des eaux usées dans une station d'épuration STEP, station STEP. Le but n'est pas de rendre l'eau potable,
mais de l'assainir suffisamment pour qu'elle n'ait pas d'impact sur l'environnement ou la santé des riverains, une fois la sortie de la station d'épuration de la STEP. Pour éliminer les matières organiques présentes dans les eaux usées, les stations utilisent les principes de l'épuration naturelle, digestion par les micro-organismes, rejet des eaux épurées dans le milieu naturel, rivière. Donc 1. Captage en rivière. 2. Usine de traitement de l'eau potable. 3. Stockage en château d'eau. 4-5. Réseau de distribution d'eau potable. 6. Réseau de collecte des eaux usées, égouts. 9. Station d'épuration. 10. Rejet en rivière. Le tableau ci-dessous présente les différentes étapes de traitement de l'eau dans les usines de production d'eau potable, UPEP, et les stations d'épuration STEP. Traitement en UPEP. En pré-traitement, retenir les déchets, procédés physiques, dégrillage, tamisage, procédés chimiques, préoxydation. Clarification, éliminer les matières en suspension, traitement physico-chimique, coagulation, flocculation, décantation. Affinage et limiter les matières organiques et certains micropolluants, essentiellement filtration sur charbon actif ou filtration sur membrane. Désinfection. Cette étape est la plus importante et a pour but de neutraliser tous les virus et bactéries pathogènes. Traitement chimique par des agents désinfectants. Ozonation, chloration. Traitement physique ultraviolet, filtration sur membrane. Traitement spécifique facultatif. En cas de présence de substances polluantes, pesticides, hydrocarbures, nitrates, etc. Absorption. Phénomène qui permet de fixer les atomes, ions ou molécules sur une surface solide. Sur charbon actif, pour une nitrate par exemple. Des ajustements physico-chimiques peuvent être nécessaires, notamment des corrections de l'acidité de l'eau pour éviter la corrosion des canalisations. Des ajouts d'infimes quantités de chlore, chloration, permettent de préserver la quantité d'eau tout au long de son parcours dans les canalisations. Traitement en STEP. Pré-traitement et traitement primaire. Et limiter les matières grossières, les matières en suspension et les graisses, dégrillage, tamisage, dessablage, désulage. Traitement secondaire, éliminer les substances organiques, ça c'est la substance organique dissoute dans l'eau. Traitement biologique, disque biologique, lit bactérien, micro-organismes fixés sur un support, et boue ou boue activée, micro-organismes libres dans le bassin. Traitement tertiaire, facultatif, éliminer les substances azotées ou phosphorées résiduelles, désinfection si le milieu naturel est proche d'une zone de baignade. Technique physico-chimique, ajout de réactifs, clarification, séparer les boues produites par les traitements. Et l'eau épurée, décantation, traitement des boues. Les boues produites dans STEP constituent des résidus de matière organique et de nombreuses autres substances initialement contenues dans l'eau. Les boues sont collectées et déshydratées. Selon leur composition, elles peuvent être réutilisées, en particulier en agriculture. Les dispositifs d'assainissement non collectif reposent sur le même principe. Dans une fosse septique enterrée dans le jardin, les particules les plus grosses vont sédimenter pour être digérées par un filtre biologique. L'eau traitée s'infiltre ensuite dans le sol et les substances résiduelles sont alors élimitées grâce à l'auto-épuration naturelle du sol. Alors on a quoi ? Relèvement, dégrillage, dessableur, dégraisseur, décompteur primaire, des flèches, donc épaisseur de boue, bassin d'aération, rejet des eaux épurées, rivière naturelle, utilisation agricole des boues en dessous. Les critères de potabilité. L'eau est le produit alimentaire le plus contrôlé. Comme toutes les autres consommations, l'eau issue des UPEP doit répondre à des normes de qualité. Les agences régionales de la santé ARS sont chargées d'effectuer le contrôle qualité au niveau des prélèvements d'eau brute avec traitement en UPEP et après traitement au niveau des canalisations de distribution et des habitations. Les critères de potabilité portent sur des paramètres microbiologiques, absence de virus et de bactéries pathogènes, de parasites, des paramètres chimiques, certaines substances chimiques comme les pesticides, les nitrates, mais aussi le plomb, le fluor, le cyanure, le mercure, etc. font l'objet de normes très sévères. Des paramètres physiques et gustatifs, organoleptiques, la température, le pH et la dureté, teneur en calcium et en magnésium de l'eau sont contrôlés, ainsi que sa couleur limpide et claire, sa saveur et son odeur inodore. Certains de ces paramètres ont une valeur limite. Si cette valeur est dépassée, il existe un risque pour la santé. L'eau est alors déclarée non conforme en eau potable. Et non potable, par exemple, la valeur limite des nitrates est de 50 mg par litre, celle des fluors de 1,5 mg par litre. Les autres paramètres possèdent des valeurs de référence.
Cette valeur sert à vérifier le bon fonctionnement de la station de traitement. Même si cette valeur référence est dépassée, l'eau n'est pas dangereuse pour la santé et reste conforme. Dans un rôle d'expertise, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, AFSA, l'Institut de veille sanitaire, INVS, et l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, AFSE, évaluent les risques sanitaires des sources de pollution de l'eau. 2. Les conséquences d'une eau non potable sur la santé. Une eau non potable peut représenter un certain nombre de risques sanitaires qui sont hors d'ordinaire de nature infectieuse, virus, bactéries, parasites et champignons. En effet, ces bactéries peuvent s'avérer bénins, bien qu'incommodants, et n'entraîner l'apparition que de troubles digestifs ou des mycoses. Néanmoins, ceux-ci peuvent se révéler être plus graves et donner lieu à l'émergence d'hépatite, de leptospirose, du choléra ou encore de légionellose. La leptospirose, la légionellose. La leptospirose est communément appelée maladie du rat qui se transmet à l'homme via l'urine des animaux. La légionellose, quant à elle, est une maladie pulmonaire causée par une bactérie nommée Legionella. Alors 3. La pollution des milieux aquatiques. Ce type de pollution est à l'origine de la disparition massive d'espèces ou d'une eutrophisation des milieux aquatiques, la contamination microbiologique à l'origine des gastroentérites notamment et des perturbations endocriniennes. Dans l'eau, une altération physico-chimique entraîne la diminution du taux d'oxygène dissous dans l'eau, une augmentation de la salinité en eau douce, plus de 3 g de sel par litre d'eau, et par conséquent la disparition des espèces vivantes dans ce milieu. Par ailleurs, certaines substances indirectement toxiques mais responsables de modifications physiologiques sont à l'origine de perturbations endocriniennes, à savoir les hormones à l'œuvre dans la reproduction. L'eutrophisation. L'eutrophisation correspond à un apport excessif de nutriments, notamment le phosphore et de l'azote. Ces derniers favorisent la prolifération des plantes et des algues. Le coût de l'eau potable. Le prix de l'eau varie d'une région à l'autre. Il dépend des contraintes géographiques, de la qualité des ressources et des traitements à mettre en place pour la rendre potable, de la densité de l'habitat, du mode de gestion directe par la collectivité ou déléguée par une société privée, etc. Le prix de l'eau potable en France est en moyenne de 3,65 € par mètre cube. 42% sont utilisés pour rendre l'eau potable et la distribuer. Prélèvement des eaux brutes, traitement en UPEP, réseau de distribution, stockage. 36% permettent de financer l'assainissement des eaux usées, réseau d'assainissement en ST et STEP. 22% correspondent à des taxes et des redevances. Pour lutter contre les pollutions, restaurer les milieux aquatiques, protéger les ressources en eau, améliorer l'alimentation en eau potable, etc. 3. Les usages de l'eau. L'eau et l'économie, les différents postes de consommation d'eau. Si la consommation domestique représente aujourd'hui 10% de la consommation d'eau mondiale, avec de fortes variations selon le niveau et le mode de vie des pays, l'industrie et l'agriculture sont de grands consommateurs d'eau. L'agriculture est l'activité humaine la plus consommatrice d'eau. Elle représente 70% de la consommation mondiale. L'eau est utilisée pour irriguer les cultures, alimenter le bétail, mais aussi pour réaliser certaines préparations. Préparation alimentaire pour le bétail, préparation phytosanitaire et pour le nettoyage des bâtiments et des équipements agricoles. Les différentes productions agricoles, animales et végétales nécessitent des quantités d'eau particulièrement importantes. Le tableau ci-dessous présente les quantités d'eau nécessaires pour certaines cultures. 1 kg de salade, 25 litres d'eau. 1 kg de tomates, 100 litres d'eau. 1 kg de maïs, 500 litres d'eau. 1 kg de pommes de terre, 600 litres d'eau. 1 kg de blé, 1500 litres. Les activités agricoles sont par ailleurs à l'origine de pollution de l'eau. Produits phytosanitaires, engrais, déjections animales sont retrouvés dans les cours d'eau. L'industrie représente environ 20% de la consommation d'eau mondiale. Ces utilisations y sont diverses et multiples. En plus d'intervenir dans de nombreux procédés de fabrication, l'eau est utilisée pour le transport des matières premières et des produits finis. Elle facilite aussi le rejet des produits, de sous-produits et de déchets non toxiques lors des opérations de fabrication. Ainsi, la production d'1 kg de peinture nécessite 3 litres d'eau. B. L'eau au quotidien. La consommation familiale. La consommation d'eau varie d'un pays à l'autre. En moyenne, un Africain dispose de moins de 30 litres d'eau par jour, alors qu'un Nord-Américain consomme quotidiennement 400 litres. En France, la consommation domestique par habitant est de 148 litres par jour environ. Le graphique ci-dessous représente la répartition entre les différentes utilisations domestiques. Le bain et douche à peu près 40%, les WC environ 20%, les lessives 10%, vaisselle 10% à peu près, cuisine 5%, arrosage, lavage voiture 5%, divers nettoyage 5% et boissons moins de 1%. Donc globalement, de nombreuses activités où
appareils sont de grands consommateurs d'eau, par exemple un bain, une douche, 20 à 60 litres, un bain, 120 à 150 litres, une chasse d'eau, 3 à 12 litres, un lave-linge, 39 litres par cycle, un lave-vaisselle, 10 à 18 litres par cycle, etc. Énergie, donc de A à G, A plus et A plus plus plus. Donc la consommation, ça on s'en fout. Okay. La consommation en eau de certains appareils ménagers est précisée sur leur étiquette d'énergie. Ces différentes utilisations domestiques de l'eau correspondent à une consommation directe, mais il existe également une consommation indirecte de l'eau, appelée eau virtuelle. Cette eau n'est pas présente dans le niveau final, elle n'a servi qu'à sa fabrication. On estime environ 1/5 de l'eau consommée dans le monde est virtuelle. L'empreinte en eau est une estimation du volume réel et virtuel, utilisé durant le cycle de vie d'un produit, depuis l'extraction des matières premières qui le composaient jusqu'à son élimination. Les tableaux ci-dessous présentent l'empreinte en eau de plusieurs produits. Un jean, 11 000 litres d'eau, une voiture neuve, 30 000 litres d'eau, un bol de riz, 340 litres d'eau, une tranche de bœuf, 3100 litres d'eau, une tranche de pain, 40 litres d'eau. Il est également possible d'estimer l'empreinte en eau d'une personne, d'un service, d'un pays, etc. en additionnant les empreintes en eau des différents produits qu'il consomme pendant une période donnée. Toutes ces utilisations montrent que l'eau est un élément indispensable à de nombreuses activités humaines. Ces utilisations sont à l'origine de pollution aqueuse. Il est donc essentiel que chaque pays ait une gestion organisée de l'eau. Alors, 4. La gestion de l'eau en France. La gestion de l'eau est nécessaire afin que tous les usagers soient satisfaits. La France est divisée depuis 1964 en bassins hydrographiques. Le découpage des 6 bassins continentaux a été réalisé en suivant les lignes naturelles de partage des eaux. Dans chaque bassin se situe une agence de l'eau, établissement public de l'État, qui est chargé de faciliter les actions d'intérêt commun dont la gestion de l'eau. Cet organisme exécutif est doté d'une autonomie financière qui rassemble tous les acteurs de l'eau, décideurs et utilisateurs regroupés en 3 collèges. La collectivité territoriale, 40%, les usagers, industriels, agriculture, pêcheurs, consommateurs, 40%, les services de l'État, 20%. Plusieurs lois françaises et directives européennes ont été mises en place pour assurer une bonne gestion de l'eau au niveau national et international. Leurs objectifs sont nombreux, par exemple préserver les écosystèmes, lutter contre les pollutions de l'eau, assurer une gestion des risques d'inondation. 5. Les mesures de prévention collective et individuelle pour préserver l'eau. Les mesures collectives. L'État, les collectivités, les entreprises jouent un rôle primordial dans la prévention, que ce soit pour économiser l'eau ou pour préserver sa qualité. Différentes actions ont été mises en place comme des lois comme la loi sur les eaux et les milieux aquatiques, LEM1, loi sur l'eau et milieux aquatiques de 2006, qui transcrit en droit français les décisions européennes de la directive cadre sur l'eau, donc DCE de 2000, des campagnes de sensibilisation de la pollution, l'entretien et l'amélioration des réseaux d'assainissement et de distribution. La protection des zones de captage des eaux brutes, la mise en place de taxes sur la pollution et la consommation de l'eau, la mise en place de systèmes de recyclage dans les industries, les aides et conseils pour les agriculteurs, mise en place d'une irrigation contrôlée, système d'irrigation moderne, moins consommateur d'eau. B. Les mesures individuelles. Il existe des gestes simples pour économiser l'eau dans la vie quotidienne, ne pas laisser couler l'eau inutilement dans l'habitation, privilégier les douches plutôt que les bains, mettre en place des chasses d'eau économes ou, à défaut, mettre une brique dans le réservoir pour limiter le volume d'eau utilisé. Ne pas faire tourner le lave-linge et le lave-vaisselle à moitié vide. Privilégier les appareils économes en eau. Réutiliser l'eau de rinçage et de cuisson des légumes pour arroser les plantes. Réparer les fuites. Ne peuvent représenter jusqu'à 20% de la consommation d'un foyer. Si on dispose d'un jardin, installer une citerne pour recueillir l'eau de pluie. Des gestes simples permettent aussi de diminuer la pollution des eaux utilisées. Ne pas jeter de déchets dans les toilettes comme des lingettes. Ne pas déverser de produits polluants dans les éviers et les canalisations, privilégier les produits écologiques. Toutes ces actions éco-citoyennes ajoutées aux mesures collectives sont primordiales pour préserver les ressources en eau et assurer un bon état écologique des milieux aquatiques.